Bienvenue, on est dans le deuxième webinaire de Parlons Viande et celui-ci s'intitule Le dialogue avec les cuisiniers et les parents d'élèves, la recette du succès des menus végétariens dans les cantines scolaires. Donc, vous voyez un peu où on veut en venir, ce sera surtout sur les cantines scolaires. Et le fil rouge de ces trois webinaires, c'est la reconstruction du dialogue. Donc on a fait le premier webinaire jeudi dernier à la même heure. Et le thème, c'était filière viande et végétale, reconstruire le dialogue pour faire évoluer les pratiques alimentaires et agricoles. Donc, on a regardé d'abord comment produire moins, donc réfléchir sur les filières d'élevage, sur produire moins, produire mieux et produire différemment avec toutes les réflexions sur d'autres types de filières et notamment légumineuses. Et finalement, les différentes interventions se faisaient écho, notamment sur la diversification et l'accompagnement des éleveurs vers à la fois de meilleures qualités de vie professionnelle et personnelle. Là, on est sur le deuxième webinaire. Et comme je disais, il y aura un troisième webinaire jeudi prochain à la même heure. Viande, végétal, plaisir, trouver son équilibre sans culpabiliser ni se faire juger. Et donc, ce sera à la fois sur comment on évoque les questions de viande en famille et les questions d'évolution des régimes alimentaires et comment évolue également la restauration commerciale. Et donc, on aura un autre panel d'intervenants, deux, il me semble. Parce que vous allez voir que c'est que des intervenantes aujourd'hui. Alors peut-être juste pour replacer le contexte, donc comme je l'ai dit, c'est Anna Fauché, je suis directrice et cofondatrice d'une association Loi 1901 que je vous présente juste après. Mais donc cette série de webinaires, on l'a construite parce qu'on a réalisé une publication sur nos fonds propres, donc c'est pas un travail de recherche, ça prend pas le temps nécessaire à un travail de recherche, c'est un travail de bibliographie et de quelques entretiens qui nous permet de faire une synthèse assez courte à destination notamment des chargés de mission de collectivités territoriales pour leur donner des outils pour remettre un peu de nuance et de dialogue sur ces enjeux d'évolution des pratiques d'élevage et d'évolution des régimes alimentaires, parce que c'est des sujets où à chaque fois qu'on intervient sur les territoires, c'est assez crispé, crispant. Donc l'idée, c'était qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est fait pour parler de ces sujets et pour faire un pas les uns vers les autres pour face aux différentes urgences auxquelles on fait face. Donc, elles sont disponibles sur notre site internet aussi. Tout est en accès libre, à la fois la publication complète et la synthèse. Pour rappel, nous, on est une association loi 1901 et on accompagne des territoires en France et à l'étranger dans la construction de systèmes alimentaires durables, résilients et solidaires. Et on s'appuie notamment sur la coopération et l'échange de pratiques. On fait aussi de la formation, on forme les étudiants et on forme les élus et les techniciens locaux sur les questions d'alimentation et d'agriculture durable. Et on a fait le choix de s'entourer de tout un tas de partenaires et c'était aussi enrichissant que les différentes interventions que vous allez écouter aujourd'hui. Parce qu'effectivement, il a fallu donc essayer de voir quel est le discours qu'on voulait construire tous ensemble. Donc, on a construit ce cycle de webinaires avec des acteurs avec lesquels on travaille d'habitude. Donc, Alta, donc Alliance, pardon, pour les transitions agricoles et alimentaires, donc il fédère des acteurs, profils variés, économiques, collectivités, pour accélérer les transitions agricoles et alimentaires. Avec Réseau Action Climat, avec qui on travaille aussi, qui rassemble les principales associations engagées dans la lutte contre le changement climatique. Et des acteurs qu'on connaît moins, mais où c'est intéressant justement parce qu'on comprend mieux les différents discours, positionnements. Donc nous aussi, on a fait cet exercice de dialogue avec Make Org Foundation, donc, qui accompagne la mobilisation citoyenne et collective pour faire émerger des solutions concrètes. Donc c'est eux qui sont en charge de la grande semaine végétale qui aura lieu à l'automne. Interveg, qui réunit les acteurs économiques de la filière végétale pour favoriser l'essor d'une alimentation plus diversifiée. Donc ça, Interveg est intervenu d'ici au dernier webinaire, donc vous pourrez l'entendre au moment du replay. L'Association végétarienne de France, qui va se présenter plus en détail. Et donc voilà, tous ces partenaires avec qui on a essayé de construire ce webinaire pour aussi s'accorder sur nos différentes cibles et les différents discours par rapport à la viande et à l'évolution des filières aussi, parce qu'on parle viande, mais on parle aussi légumineuses et repas végétariens. Donc, en introduction, on va faire une petite intro sur le cadre réglementaire.
notamment pour la question des cantines scolaires, mais pas que, vous dire un petit peu comment l'Europe, l'État et les collectivités peuvent intervenir sur ces outils-là et arriver dézoomer petit à petit sur la loi Egalim et le rôle des collectivités. Donc ça, c'était pour vous remettre dans une ambiance un peu institutionnelle, puisque c'est le cadre de ce webinaire. La partie 1, comprendre les craintes des parents d'élèves. La partie 2, déployer des menus végétariens dans les cantines. Et la partie 3, les clés opérationnelles pour réussir. Il y aura des temps à chacune des fins de partie pour des questions. Donc, n'hésitez pas à les poser et on en prendra deux, trois selon le temps qui nous restera. Et peut-être qu'entre-temps, les intervenantes pourront vous répondre sur le chat si nécessaire. Vous présentez les intervenantes. Côté Let's Food, c'est Louison qui va présenter ce petit bout de publication sur le cadre réglementaire sur lequel on a réfléchi. C'est Lola Godet, membre de l'Association végétarienne de France, qui va vous présenter la première partie. Oui, je pense que c'est ça. Bon, j'ai plus toutes les parties en tête. Après, c'est Magali de l'Eurométropole de Strasbourg, Magali Guépara, et ensuite Laure Mardoc, qui est fondatrice et directrice de KBJ, où il va y avoir un échange avec Lola sur la troisième partie. Bon, vous allez voir par vous-même. Et donc, on voulait commencer avec un petit sondage, histoire de vous faire travailler aussi. Normalement, il s'affiche à votre écran. Il n'y a pas de bonne réponse, c'est juste pour vous montrer un petit peu quelles sont les tendances, et encore, ça ne dira pas grand-chose. Mais donc la question, selon vous, quels sont aujourd'hui les principaux freins au développement de menus végétariens en restauration scolaire? Euh, je ne sais plus si vous voyez en direct les résultats où il faut que je les mette fin et ensuite, ouais, il faut que je mette fin et qu'ensuite je vous donne les résultats. Mais donc, parmi les propositions, il y avait la réticence des parents, l'acceptation par les enfants, le manque de formation des équipes de cuisine, les contraintes d'organisation ou d'approvisionnement et le manque de portage politique. Et comme vous avez tous répondu, je vais partager les résultats. Et donc, selon vous, c'est le manque de formation des équipes de cuisine, les réticences des parents, et ensuite, on a le manque de portage politique et l'acceptation par les enfants, mais finalement, pas tant de contraintes d'organisation ou d'approvisionnement. Voilà, bon, j'imagine que les intervenants pourront peut-être réagir sur ces éléments. Et donc, je vais laisser la parole à Louison. Oui, Ça te va ou tu veux que je... Ouais? très bien. Ouais, merci Anna. Euh, alors, attends juste. Ok. Merci Anna. Donc, je vais peut-être passer un petit peu vite sur cette slide puisque tu as déjà un peu posé les termes du débat, la raison pour laquelle on s'intéresse à ces questions d'élevage. C'est aujourd'hui parce que voilà, ce sont des questions qui occupent une place centrale dans les débats sur les enjeux agricoles et alimentaires pour les raisons qu'on a pu évoquer lors du premier webinaire et dont on va parler aujourd'hui plutôt sur l'aspect consommation. C'est un débat assez complexe qui va se polariser autour des différents défis, à la fois sur les enjeux environnementaux de l'élevage, économiques de la filière, mais aussi sociaux et culturels associés à la consommation de protéines animales. Et aujourd'hui, il y a un besoin voilà, de remettre de la nuance dans ce débat, du dialogue pour avancer. Et donc, je vais me charger ici en quelques minutes de donner un aperçu un peu du cadre réglementaire enfin, on va dire de la répartition des compétences, de qui peut agir sur quoi en termes d'acteurs publics et différents échelons administratifs sur les questions de production, distribution, consommation de produits agricoles et plus spécifiquement de produits issus de l'élevage. Donc ici, on voit qu'il y a des compétences et des leviers qui sont partagés pour engager cette transition. Donc on a à la fois l'Union européenne qui a un rôle assez important au travers de la politique agricole commune et donc des subventions qui sont associées, qui peut orienter d'une manière ou d'une autre les paysages agricoles européens et donc en France, qui peut également jouer au travers de son influence sur le commerce international, des normes sanitaires, environnementales au travers des accords de libre-échange et des réglementations environnementales. Ensuite, on a l'échelle de l'État, l'échelle nationale, où là, l'État peut, au travers des réglementations, au travers de stratégies de proposition de loi, euh, finalement, voilà, faire passer différentes oui, réglementations pour orienter dans une direction
ou une autre, l'agriculture aujourd'hui et donc l'élevage. Donc on pense par exemple à la loi Egalim dont va parler Lola juste après, le plan protéines végétales, programme national pour l'alimentation, le programme national nutrition santé, la stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat. Donc tout autant voilà, de stratégies et de plans qui vont fixer parfois des objectifs réglementaires, même chiffrés, pour encourager à l'échelon local le changement de pratiques agricoles et le changement de pratiques de consommation. Donc on va voir que voilà, certains sont contraignants, d'autres non. Et les collectivités locales ont également un rôle important puisqu'elles vont mettre en œuvre, elles peuvent mettre en œuvre des politiques agricoles et alimentaires sur leur territoire. Donc elles ont une marge de manœuvre dans le cadre de leurs compétences pour agir sur la restauration collective, dont elles ont la charge, communes, départements, régions, mais aussi sur des politiques foncières, des politiques de soutien à la structuration de filières, d'aide à l'installation en agriculture, à la transformation. Donc elles ont un rôle à jouer et généralement toutes ces politiques s'organisent autour de ce qu'on appelle les projets alimentaires territoriaux. Donc on aura l'occasion aussi, au travers de l'intervention de Magali Guépara, d'avoir un aperçu aussi de comment une collectivité peut agir à ce niveau-là. Slide suivante. Donc ces responsabilités sont partagées, mais on a aujourd'hui une transition qui est insuffisamment coordonnée entre ces différents niveaux. J'ai un peu commencé à l'évoquer. Donc à l'échelle de l'Union européenne, on a surtout la politique agricole commune qui joue un rôle majeur dans l'orientation enfin, dans la direction vers laquelle on souhaite aller en termes d'élevage et d'agriculture au sens large. Aujourd'hui, il est largement orienté plutôt vers le soutien à un système plutôt voilà, actuel, plutôt orienté vers une production, une augmentation de la productivité. À l'échelle nationale, on a des avancées qui existent, hein, surtout notamment au travers de la loi Egalim, dont on va parler juste après, et l'introduction de protéines végétales dans les restaurants scolaires. Mais aujourd'hui, des stratégies nationales qui restent voilà, assez, qui sont enfin, pardon, dont l'ambition a parfois été revue, et je pense notamment à la SNOC assez récemment, donc des stratégies qui font aujourd'hui débat dans leurs ambitions et dans les moyens qui sont associés à ces ambitions et les collectivités locales qui disposent de leviers concrets, mais qui aujourd'hui font face aussi à des difficultés liées au financement de des actions qu'elles souhaitent mettre en place sur leur territoire. Voilà pour le contexte un peu général, donc je vais laisser maintenant la parole à Lola pour nous donner un peu plus de précision, je crois, sur la loi Egalim, sur la restauration collective. Oui, tout à fait. Bonjour tout le monde. Je voulais vous présenter quelques chiffres d'une étude qu'on a pu mener en 2024 avec l'Association végétarienne de France, dont je vous présenterai l'émission un tout petit peu plus tard. Donc, c'est une étude que tu peux mettre. C'est une étude qui s'appelle Loi Egalim, le menu végétarien en sous-régime dans les cantines, qui a été réalisée sur à presque 500, presque 600 collèges et lycées de France, et qui a été très riche d'enseignements. On a essayé de voir dans quelle mesure le menu végétarien imposé dans la loi Egalim était respecté ou pas. Donc ce qu'on voit, ce que vous voyez sur le petit graphique, c'est qu'on a 40% quand même des établissements sondés qui ne répondent pas à ce jour, enfin en 2024 en tout cas, à l'obligation du menu végétarien hebdomadaire. 35% sont à l'obligation de 1 par semaine et on a un petit quart des établissements qui proposent au moins un menu végétarien par semaine et qui dépassent davantage, soit avec un deuxième menu, soit avec des options quotidiennes ou plus fréquentes en tout cas. Parmi les freins, ce qui est ressorti le plus, donc vous voyez, on a 2 chefs répondants sur 3 qui ont indiqué que le frein principal était le manque d'accompagnement par l'État, puisque la loi a été déployée sans donner particulièrement d'outils concrets pour que le menu végétarien puisse être correctement appliqué. Donc vous retrouverez la source en bas là, de la slide pour accéder à l'étude complète. Parmi les freins qui ont été évoqués dans les structures, ce qui est revenu le plus, c'était le surcoût des denrées. Donc ça a un peu surpris, puisque ce qu'on observe dans les écoles qui ont réussi à mettre en place une offre végétale vertueuse qui est installée, etc., c'est au contraire que c'est
c'était un levier pour réduire les dépenses au niveau de l'achat des denrées qui pouvaient être réinvestis soit pour monter en gamme sur des aliments carnés en allant vers du plus de bio, plus de local, plus de label, ou de permettre des investissements en équipement, par exemple, pour faciliter la végétalisation de l'offre. Ensuite, il y avait certains freins, donc vous le voyez, manque d'outils, manque de recettes, manque de formation surtout. C'est vrai que le végétal, ça ne s'improvise pas, ça demande des compétences spécifiques qui ne sont pas à ce jour présentes dans la formation des cuisiniers. Des difficultés d'approvisionnement, la perception aussi d'une surcharge de travail qui serait engendrée par la mise en place de menus végétariens, le manque d'équipements, de places adaptées et le surcoût que ça nécessiterait de faire les aménagements et les investissements nécessaires. Tout à l'heure, on a évoqué les réticences éventuelles. En fait, les plus réticents dans cette étude, ce sont les élèves eux-mêmes, et notamment les élèves au collège. On sait que c'est une période voilà, d'affirmation de soi, où on développe son identité, et pour beaucoup d'élèves, c'est vrai que le végétarien, c'est encore associé à des stéréotypes négatifs, en particulier chez les jeunes garçons. Les parents aussi sont assez réticents, près de 1 sur 2, essentiellement pour des inquiétudes qu'on développera un peu plus tard dans la présentation. De manière à peu près équivalente, le personnel en cuisine est également assez réticent pour les freins qu'on vient d'évoquer. Et au contraire, les élus sont plutôt favorables, même s'il y a quand même quelques réticences, et on l'observe sur le terrain nous-mêmes. Oui, je peux te faire une petite introduction, effectivement. Merci pour cette introduction sur l'étude et on peut peut-être remettre la source dans le chat si vous voulez aller vous appuyer sur cette étude pour créer vos argumentaires ou aller voir vos propres élus s'il y en a qui travaillent des restaurations collectives. Donc, on va passer sur la première partie, comprendre les craintes des parents d'élèves. Et je redonne la parole à Lola. C'est vrai que dans ton intro, tu t'étais pas bien, enfin, on n'avait pas pris le temps de se présenter. Si tu veux te présenter ou représenter la session, tu peux. Oui, tout à fait. Donc, le pôle VG Cantine auquel j'appartiens, c'est un des pôles de l'Association végétarienne de France, AVF. Tu peux passer à la slide, je crois que j'ai une petite slide qui présente. Voilà, donc c'est une association qui a pour mission de démocratiser l'alimentation végétale en accompagnant le grand public dans cette transition alimentaire, mais aussi les élus, les professionnels du terrain. On est répartis en plusieurs pôles que vous voyez sur la gauche de la diapositive, donc VG Cantine dont je fais partie, VG Politique qui est notre pôle de plaidoyer, donc on échange avec les collectivités, avec les élus, les députés, pour les sensibiliser aux enjeux environnementaux, de santé, etc., qui sont inhérents à la végétalisation de l'alimentation. On a aussi le pôle cuisine, 1, 2, 3 Veggie, sur lequel vous pouvez retrouver plein de recettes plus famille, on va dire. Et on a une revue qui s'appelle Virage, qui traite de l'actualité, des sujets phares en matière de végétarisme, de végétalisme, d'alimentation végétale au global. On a également une pôle de labellisation avec le petit logo en jaune que vous voyez. Donc c'est nous qui labellisons les produits pour certifier qu'ils soient avec une composition végétarienne ou carrément végane. Et comme je vous le disais, mais mal, donc la première partie, elle va être coportée avec Laure Mardoc aussi. Je te laisse te présenter et ensuite vous répartir la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Laure Mardoc, je suis la fondatrice de CapVeggie, qui est un organisme de formation professionnelle en cuisine végétarienne. On accompagne du coup les chefs, les équipes de cuisine et aussi les gestionnaires de cantines scolaires, universitaires, aussi dans les hôpitaux ou dans les restaurants interadministratifs ou interentreprises.
Et moi, j'ai fondé KPJ, ça fait bientôt 3 ans maintenant, et je suis issue de deux mondes. J'ai fait Sciences Po et j'ai été diplômée en sociologie, et notamment sur la sociologie alimentaire. Et ensuite, je me suis reconvertie, je suis devenue chef de cuisine en restaurant à Paris. Et c'est forte de ces deux expériences-là, ça fait maintenant 10 ans que je suis végétarienne, que j'ai décidé du coup de mettre mon savoir-faire au profit d'accélérer la transition écologique et la végétalisation des offres en restauration collective. Je suis ravie d'être là. Et donc, on a deux séquences. Pourquoi les parents ont peur et comment rassurer et communiquer efficacement. Je redonne la parole à Laura. Voilà, donc on le sait, et peut-être que c'est partagé parmi le public ici présent. Il y a de nombreuses idées reçues autour du menu végétarien qui persistent, même si l'acceptabilité n'a jamais été aussi importante. Donc ce qui revient le plus, notamment de la part des parents, ça va être des inquiétudes vis-à-vis de la qualité nutritionnelle, de la capacité au menu végétarien de contribuer à la bonne santé, à la bonne croissance de leurs enfants. Donc des inquiétudes sur le fait que ça ne nourrit pas, qu'ils vont être fatigués, qu'il y a ce besoin de viande pour construire voilà, la masse musculaire, etc. Des inquiétudes également sur la qualité des ingrédients sélectionnés. C'est vrai qu'on a encore beaucoup dans les cantines le recours à des produits ultra transformés. Donc on peut penser aux nuggets, on peut penser aux boulettes industrielles, etc. Qui certes vont être généralement appréciées des enfants, mais dont la qualité n'est pas toujours idéale. Donc, bien qu'aujourd'hui il existe des options qui soient particulièrement intéressantes sur le plan nutritionnel, avec très peu de transformation, très peu d'auxiliaires de fabrication, etc. Néanmoins, c'est vrai qu'on l'observe. C'est quand même un recours de facilité, on va dire, pour de nombreuses écoles. Ou alors qui vont se tourner quasi exclusivement vers des plats à majorité de fromage ou d'œufs, et pour lesquels on perd un peu l'intérêt nutritionnel des protéines d'origine végétale, qui était un des arguments en faveur du menu végétarien. Certaines cantines également, pour tout un tas de raisons, ne vont pas proposer un menu complet, c'est-à-dire qui pourrait aussi contenir des protéines. Donc on est plutôt sur un assemblage d'accompagnement avec des cantines qui ne font qu'enlever la viande. C'est quand même de plus en plus rare, il faut le souligner, mais il y a des cas encore où, notamment en dehors des journées du menu végétarien, quand il y a des enfants qui mangent sans viande, les options sont généralement pas très bien conçues. Évidemment, il y a les arguments du goût. Beaucoup d'enfants, à première vue, vont plutôt être réticents au menu végétarien. Laure en parlera tout à l'heure, mais essentiellement parce qu'ils sont étiquetés végétariens. En réalité, il y a énormément de plats qu'ils consomment déjà, dont ils n'ont pas forcément conscience que ce soit végétarien, et qui sont tout à fait appréciés. Et de la part des parents, il y a aussi des réticences, on va dire, culturelles et d'habitudes familiales. Nous, c'est pas comme ça qu'on mange. Il y a une volonté d'endoctriner nos enfants avec du végétarien et un discours anti-viande. Donc, c'est ce qu'on va voir dans ce webinaire. C'est la clé de tout ça, ça va être vraiment le dialogue, de permettre de rassurer, d'évoquer sereinement toutes ces craintes et de pouvoir y répondre de manière la plus apaisée et constructive possible. Donc, sur la slide suivante, j'ai regroupé un peu les atouts et les points de vigilance sur le menu végétarien. Donc, au niveau de la qualité nutritionnelle, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que bien conçu, le menu végétarien permet tout à fait de couvrir les besoins en protéines, en fer, en calcium, tel que c'est requis dans le cadre réglementaire des cantines scolaires. Ça a été validé, confirmé par l'ANSES l'année dernière dans leur positionnement sur le menu végétarien, qui a même indiqué que, au vu de la couverture des besoins, il n'y avait pas d'argument en faveur de la limitation de la fréquence des menus végétariens, c'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait proposer une option végétarienne quotidienne sans que ça impacte négativement
l'équilibre alimentaire des enfants. Ça va même plus loin que ça, puisque quand on intègre principalement des protéines végétales, donc on parle lentilles, pois chiches, haricots rouges, etc., on va avoir un apport important en fibres, qui est en fait la première carence des Français, c'est souvent méconnu, mais qui ont énormément de qualité, notamment dans la prévention de nombreuses maladies chroniques, et qui sont complètement absentes des repas à base de fromage et d'œufs, parce qu'il n'y a pas de fibres dans les produits animaux. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un point à savoir, c'est qu'au contraire, même le menu végétarien à base de protéines végétales va favoriser le respect des recommandations du Programme national nutrition santé, que vous connaissez sûrement tous, manger, bouger, 5 fruits et légumes par jour, etc. Les nouvelles recommandations insistent sur la nécessité de végétaliser davantage en diversifiant le choix des sources de protéines dans l'alimentation. Au niveau des arguments concernant le goût et la faible appétence pour l'offre végétarienne, comme je le disais en début, cuisiner végétarien, et Laure le détaillera très très bien, c'est des compétences et du matériel spécifique. C'est un travail particulier sur les textures, sur la manière dont on le présente, et ça passe par le choix judicieux des ingrédients, des recettes, et aussi de la manière dont on les présente aux enfants. Enfin, il y a un véritable enjeu d'éveil culinaire. Remettre des protéines végétales dans l'alimentation, c'est aussi découvrir ou redécouvrir le patrimoine culinaire français. Il faut savoir qu'on consomme aujourd'hui 8 fois moins de protéines végétales qu'il y a 100 ans, donc tout un pan de la tradition culinaire française qui a disparu avec l'omniprésence des produits animaux. C'est aussi évidemment l'occasion de découvrir de nouveaux plats, de nouvelles saveurs, d'autres pays, d'autres continents. Et c'est aussi un des rôles de la restauration collective, et notamment scolaire, d'initier, on va dire, des repères alimentaires pro-santé, c'est-à-dire qui vont favoriser la prévention de toutes les maladies chroniques qui se développent sans cesse de nos jours. En pratique, comment ça se passe? Je vous propose 2 exemples de plateaux de cantine. Donc, sur le premier, par exemple, le rouge, on pourrait avoir, comme on le disait tout à l'heure, un pané protéines de blé et fromage, par exemple, avec des frites, un peu de salade. À côté de ça, on mettrait en entrée des œufs mimosa pour compléter l'apport protidique, et un laitage, un produit laitier, comme c'est imposé, et un fruit, on va dire. Donc là, ce plateau, il est végétarien, pas de souci, mais au niveau nutritionnel, on va avoir quand même un déficit notable en fibres, très clairement. Il n'y a pas de crudité en entrée, par exemple. On va avoir aussi moins de minéraux, de fer, par exemple, qu'on retrouve dans les protéines végétales, et une part importante d'acides gras saturés, qui sont vraiment les moins intéressantes, on va dire, pour l'alimentation des enfants, et dont les recommandations journalières sont en fait assez basses. Au contraire, on peut avoir un plateau mieux travaillé, avec un plat, ici par exemple un dalle de lentilles corail avec du riz basmati et des épinards à la crème, par exemple. Donc là, on est plutôt sur une base protéines végétales avec les féculents et les légumes secs, une entrée de crudité, un produit laitier issu du fromage, et en dessert, un fruit frais, riche en vitamine C, qui vont faciliter l'absorption du fer dans le plat principal, etc. Donc là, on voit que c'est pas tant une question de viande, pas viande. Il y a tout un travail sur l'équilibre alimentaire qui est nécessaire, et qui est tout à fait réaliste, on va dire, pour peu qu'on ait les compétences, les connaissances pour savoir comment y aller. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la clé du succès, ça va vraiment être le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes, donc notamment les parents, échanger avec eux, lever les peurs, et surtout les inviter à goûter. Parce que les parents, souvent, ils n'ont que les retours négatifs de leurs enfants,
Et les enfants ont tendance à dire que c'est à parler de la cantine que quand c'est pas bon. Du coup, il y a un biais énorme. Donc, en invitant les parents à déguster sur une journée, par exemple, on a vraiment, on voit que ça change complètement la vision qu'ils peuvent avoir de la restauration au niveau de la cantine. Les élèves également, bien sûr, parler avec eux, les sensibiliser. Pourquoi est-ce qu'il y a ce menu végétarien? À quoi ça sert? Également leur faire visiter les cuisines pour qu'ils se rendent compte qu'en fait, il y a des gens qui travaillent pour qu'ils puissent avoir un repas chaud le midi, que c'est pas que du surgelé, des congelés, etc. Des ateliers également, des ateliers de dégustation par exemple, de découverte de certains aliments, des ateliers du goût. Et pourquoi pas les impliquer dans le choix des menus, le choix des recettes. On a des commissions menus avec les enfants qui existent et qui sont vraiment des outils pertinents pour que les enfants soient plus enthousiastes à l'idée de manger à la cantine en général et aussi le menu végétarien. Évidemment, les équipes pédagogiques ont un rôle très important. Donc là, notre rôle, ça va être de relier l'intérêt du menu végétarien au programme scolaire, qui inclut, quand on le regarde bien, l'éducation alimentaire avec les différents nutriments, pourquoi c'est bon pour la santé, etc. Donc là, vraiment, la cantine a un rôle essentiel à jouer. Les agents du périscolaire également, donc ce sont eux qui vont être au contact des enfants lors de la pause méridienne. Donc là, leur posture, elle est vraiment importante. C'est aussi eux qui vont être aux côtés des enfants quand ils vont dire ah ça je connais pas, ça j'aime pas, etc. Donc c'est important qu'ils aient le bon discours, la bonne attitude pour pas faire trop transpirer leur propre biais. Donc là aussi, ça va être les sensibiliser à tout, pourquoi est-ce qu'on fait ça, à quoi ça sert, etc. Et enfin, bien sûr, les cuisiniers, les équipes de cuisine. Donc, de la même manière, ça va être expliquer pourquoi on fait ça, que c'est pas pour les embêter, que c'est pas juste des règles qui s'ajoutent les unes aux autres. Ça permet de donner du sens, de savoir que ce menu végétarien, il participe aussi à l'équilibre au global des enfants, à leur bonne santé. Ça va être les impliquer, les former, les inciter à développer leur créativité aussi, puisque là, ce sont des nouvelles recettes à concevoir, et leur permettre d'être accompagnés dans ce changement-là. Et c'est tout notre rôle de VG Cantine et de Cap Veggie d'être à leur côté. Donc je laisse Laure Ouais. développer ces aspects. Et moi, du coup, en complément, parce que c'était justement, on a vu un aperçu un peu de tous les leviers qu'on peut activer. J'avais envie nous, on est assez technique, hein, quand on forme les équipes de cuisine, il faut que ça soit mobilisable directement. Et donc, j'avais envie de vous donner un peu des clés sur concrètement qu'est-ce qui est bien de faire et qu'est-ce qui est pas bien de faire pour communiquer sur la cuisine végétarienne. Et donc, sur la slide suivante, trois choses à ne pas faire qu'on diffuse à la fois aux gestionnaires de cantine, mais aussi bien sûr aux équipes de cuisine. N'utilisez pas les termes végétarien, vegan et sans viande. Beaucoup au moment de la loi Egalim, quand elle s'est mise en place, on s'est dit bon bah on doit faire un menu végétarien et donc on va l'écrire en gras. Or, il n'y a pas le menu viande, le menu poisson et ensuite le jeudi le menu végétarien. Il y a besoin de le faire, de le produire, ça c'est une obligation légale, mais le marquer, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Par exemple, si je vous dis quelle est la pizza préférée des Français et Françaises aujourd'hui, je vous laisse le temps de réfléchir 2 secondes. C'est la pizza 4 fromages. C'est une pizza qui est végétarienne. Si demain tous les pizzaiolos de France s'amusent à l'appeler pizza végétarienne 4 fromages, je suis sûre que le taux de prise, il s'effondre. Plus personne ne voudra en manger. Donc voilà, l'idée c'est de se dire, on fait un dalle, on fait des belles lasagnes, etc. Mais on n'appose pas le mot végétarien, vegan, puisque c'est un mot qui clive à la base. C'est un mot qui est devenu identitaire. Je suis végétarien et les gens ils n'ont pas envie de changer leur identité. Donc ça clive, alors que avec une pizza 4 fromages, ils vont se régaler. De la même manière, des études ont été montrées, si vous utilisez des termes autour du régime, comme le plat santé, léger, équilibré, c'est moins le cas en scolaire, mais parfois ça peut être un travers, on casse en fait ce lien entre
manger et se faire plaisir, manger et la gourmandise. Or, ce lien, il n'est pas du tout évident avec le menu végétarien. Donc, il faut vraiment essayer au maximum de raffermir ce lien. Et enfin, moi je l'ai vu dans de nombreuses cuisines, y compris des gens qui faisaient des menus végétariens tous les jours, des super plats, etc., qui se défonçaient pour leurs convives et qui cachaient le plat végétarien, qui le mettaient en dernier sur la carte ou sur le self, notamment au collège, lycée, etc., et ou qui le mettaient sur un stand à part, notamment c'est le cas dans des restaurants par exemple administratifs ou universitaires. Et là, on est vraiment sur quelque chose qui va baisser automatiquement le taux de prise. Donc c'est plutôt quelque chose qu'il faut mettre en valeur, mettre en premier et le valoriser. Et enfin, du coup, slide suivante, qu'est-ce qu'il faut faire et quels sont les bons plans pour augmenter du coup l'attrait de ces menus? Décrire le plat pour ce qu'il contient. Si vous mettez, on l'a dit, le mot végétarien, non seulement il va être conflictuel, quoi, il va cliver, et donc il y a des gens qui vont dire non, c'est pas pour moi, je suis pas végétarien, je le prends pas. Mais en plus, il ne dit rien souvent sur la composition du plat. C'est-à-dire, et pareil sur la composition du menu, comme Lola l'a dit, un menu végétarien, ça peut être à base de lentilles, mais ça peut être à base d'œufs, ça peut être à base de fromage. Et aujourd'hui, comme c'est tout nouveau dans notre répertoire culinaire, finalement, on a cette vision un peu monolithique du menu végétarien, c'est un grand tout. Souvent les cuisiniers, nous qu'on accompagne, ils y voient que le steak végétal. Or, si vous dites par exemple, je fais une lasagne végétarienne, eh ben ça peut être une lasagne légumes du soleil, mais ça peut être une lasagne ricotta épinards, ça peut être une lasagne butternut, etc. Donc, vous n'avez rien dit sur ce qui est dans le plat. Donc ça rassure aussi les parents de se dire, ok, végétarien, c'est quoi? Parce que derrière le mot végétarien, c'est quoi la composition? Qu'est-ce que mon enfant va manger finalement? Il y a aussi, il faut répondre à ces attentes de c'est beaucoup plus parlant et beaucoup plus appétissant une lasagne aux légumes du soleil pour des parents qu'une lasagne végétarienne où ils se disent, oh là là, il y a des substituts, il y a des choses que je connais pas, c'est, voilà. Deuxième chose, trouver des intitulés avec lesquels l'équipe est à l'aise. De la même manière, nous on sort par exemple un bourguignon de champignons avec des fèves. Parfois on a des gens qui nous disent oh là là, bourguignon, et donc ils l'appellent champignon et fèves à la bourguignonne ou etc. Donc vraiment des menus où là il y a aussi une créativité. C'est pas que dans la composition du plat, il y a aussi dans les appellations. Et là, autour de la table, sur les commissions de menus, comme le disait Lola, on trouve les diététiciennes, on trouve les parents d'élèves aussi parfois qui ont des bonnes idées sur comment on va appeler un plat pour qu'il donne plus envie. Ensuite, utiliser l'enjeu, l'humour, le jeu, les références sportives et culturelles, les enjeux liés à la planète. On a plusieurs collectivités qui l'appellent, par exemple, quand ils ont voulu donner un nom à ce menu, l'ont appelé Menu pour ma planète. On a joué là récemment, on était dans un crous et on était au service du coup parce que on faisait une formation et on était là. Non, non, c'est pas le menu végétarien parce que dans végétarien il y a rien, mais c'est le menu végétatou. Voilà, et ça fait rire et utiliser l'humour comme ça, les gens, les étudiants l'ont pris avec plaisir parce que du coup, ils trouvaient ça drôle. Et on a beaucoup aussi de collectivités, on fait beaucoup de desserts notamment à base de légumineuses. Vous en connaissez peut-être certains, des gâteaux au chocolat aux haricots rouges, des financiers amandes pois chiches, etc. Et souvent, on travaille autour d'animation avec les équipes de service, avec les équipes de cuisine, de se dire, voilà, sur ce moment-là, on va demander ce que ont pensé les élèves, parce que comme disait Lola, quand on implique les élèves, en fait, ils se sentent partie prenante et on a toujours beaucoup moins de réticence parce qu'ils se sentent impliqués. Et puis on les fait jouer sur l'ingrédient mystère et c'est toujours chouette. Et enfin, des études l'ont prouvé aussi, insister sur les couleurs, les saveurs, les textures, la provenance, tous ces marqueurs donnent plus envie. Les industriels l'ont compris par exemple sur les saveurs et les textures, hein. Vous avez des céréales crispy, etc. Et sur la provenance, c'est très vrai que ce soit la provenance très locale, c'est-à-dire que le menu végétarien, c'est aussi la possibilité de mettre en avant des beaux légumes locaux, des légumineuses de qualité qui sont produites pas loin, etc. Là, j'ai mis par exemple les carottes des Landes, mais aussi des menus qui sont issus d'autres gastronomies. Et on fait un riz à la thaïlandaise, par exemple, qui marche très bien parce que ça invite au voyage, à la découverte, et que le menu végétarien, finalement, c'est comme ça qu'il est plus apprécié, non pas quand il est vu comme clivant et identitaire, mais quand il est
une ouverture, une découverte de nouveaux ingrédients et de nouvelles saveurs. Ce qu'on fait aussi, ça c'est pas forcément facile à faire et donc on accompagne nous des structures publiques, privées à faire des livrets de recettes et d'accompagnement parce que on se disait comment on lève la crainte des parents d'élèves. Finalement c'est en communiquant. Alors il faut savoir comment le faire, qu'est-ce qu'il faut pas mettre comme terme, etc. Comment bien communiquer, mais communiquer c'est quand même entrer dans ce dialogue-là et donc, on a accompagné la ville de Paris, la ville de Nanterre et Chrysalis, qui sont un réseau de micro-crèches, à faire des livrets de recettes. Parce que finalement, la cantine aujourd'hui, elle a beaucoup évolué. Il y a des sondages qui sont faits, il n'y a jamais eu autant de satisfaction de la cantine en France. Parce que c'est incroyable la qualité aujourd'hui de ce qui est produit. En bio, on est à environ 15% souvent sur les cantines scolaires, alors qu'on est à 1% sur les restaurants par exemple commerciaux, donc les restaurants en bas de chez nous, etc. Donc il y a vraiment un gap qualitatif qui est en train de se créer, qui monte en puissance. Et donc du coup, c'est important de se dire quelles sont les recettes par exemple best-sellers, notamment végétariennes, qui sont mises en place dans les cantines et comment on les diffuse dans les familles, parce que ça donne aussi confiance aux parents de se dire, ok d'accord, ils travaillent avec des vrais ingrédients, il y a des vraies recettes derrière, il y a du savoir-faire, comme disait Lola. Et aussi introduire ces idées dans les familles, de se dire c'est quoi les enjeux nutritionnels, les réglementaires, écologiques liés au menu végétarien. Ça permet vraiment d'instaurer plus de confiance avec les parents d'élèves et c'est vraiment le but et c'est vraiment le menu végétarien peut être un point d'appui là-dessus. Je passe la Mer- parole. Ouais. Ouais, merci beaucoup. On va prendre peut-être une ou deux questions, mais il y a des questions où vous allez peut-être revenir dessus par la suite. Mais pour avoir testé en tout cas toutes les recettes, parce que là j'ai rencontré la responsable de la restauration collective de Paris, les recettes sont vraiment incroyables, sont vraiment très très bonnes celles qui sont dans les cantines de Paris. Je vous le conseille et c'est accessible sur leur site où on peut mettre le lien aussi, mais elles sont vraiment très chouettes. Et c'est des gros plats en plus bon, qui correspondent bien. Aussi pour nous en privé, pardon. Et je reprends les questions. Il y en a, on va peut-être en prendre quelques-unes, mais Léa qui demande qu'est-ce qu'un menu végé bien conçu comme décrit par l'ANSES? Après, avez-vous des retours sur des animations qui fonctionnent bien auprès d'enfants? Et quelle marge de manœuvre avons-nous lorsque les restaurants sont en gestion concédée, sachant que peut-être que Magali nous en parlera aussi. Enfin, bon. Donc il y a d'autres questions qui arrivent. Est-ce que vous pouvez peut-être en choisir une, deux et en garder pour après, ou si vous allez détailler certaines animations, je ne sais pas. Tu veux répondre Lola sur l'ANSES peut-être ou... Oui, tout à fait. Alors, par rapport à l'équilibre des menus végétariens, alors vous pourrez aller voir sur l'ANSES. Alors, c'est pas pour les cantines. On est en train de travailler dessus sur un guide de recommandations pour les cantines concernant le menu végétarien qui permettra d'être plus clair pour les professionnels. Ils ont quand même publié l'année dernière des repères de consommation pour la population générale dans le cadre d'une alimentation à très grande majorité végétarienne, voire végétalienne. Concernant la cantine, c'est un peu ce que je vous montrais avec le plateau vert tout à l'heure. Donc, c'est une association céréales légumineuses, même si aujourd'hui on sait scientifiquement qu'il n'y a pas besoin que ce soit une association faite sur tous les repas. Tant que sur la semaine on attend on couvre nos besoins en protéines, en diversifiant suffisamment les sources, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas faire une monodiète de riz, mais si on intègre des légumes secs, ça ne pose pas de problème. Donc, ça, de toute façon, ce sont les recommandations générales. Donc, d'avoir sur le plateau une portion de légumes, une portion de féculents, une portion de protéines. Et puis, dans le cadre de la cantine, on a l'obligation d'avoir aussi un produit laitier pour les apports en calcium. Donc voilà, tout était à peu près, tout était sur le plateau que j'ai dit. Et au niveau du cadre nutritionnel réglementaire, on va dire, ce sont des repères qui sont assez anciens. Ça date de 2001, mais à ma connaissance, j'ai pas de
de nouveaux cadres. Ça porte sur des teneurs minimales en protéines, calcium et fer qui sont adaptées selon les tranches d'âge de la maternelle jusqu'au lycée. Et le menu végétarien permet tout à fait de les couvrir. Ouais, je pense que on va. Merci beaucoup pour cette réponse, là. Et si ça vous va, au vu des questions, on peut continuer. Et je pense qu'il y aura des éléments de réponse. Enfin, à moins que Laure, tu voulais ajouter quelque chose de spécifique, mais comme il va y avoir la présentation de Magali directement, une Bah, collectivité ouais. territoriale. Il y avait la question sur les marges de manœuvre en restaurant dans gestion concédée, mais je vais répondre dans le chat comme ça. Ok, et je pense que Magali complétera également. Merci beaucoup. On passe à la partie 2, déployer des menus végétariens dans les cantines. Bon, on reste un peu sur les mêmes thématiques, mais je laisse la parole à Magali. Je te laisse le soin de te représenter aussi, de préciser un petit peu le contexte. Oh, pardon, oui, je voulais couper mon son, j'ai coupé ton son, pardon. C'est pas grave, on reprend. Donc, je suis Magali Guépara, je suis chargée de mission stratégie alimentaire territoriale pour la ville et l'Eurométropole de Strasbourg. Et je suis notamment en charge de l'animation du projet alimentaire territorial, donc PAT. Et je travaille en étroite collaboration avec les communes qui disposent de personnes en charge de la restauration scolaire lorsque ça existe. Donc là, on va être plutôt sur les grosses communes. Et pour les plus petites communes, j'ai une collègue en particulier qui les accompagne dans la rédaction des marchés publics, puisque nous sommes uniquement en gestion concédée. Donc ça va peut-être un peu répondre aux questions sur le sujet. Et l'Eurométropole de Strasbourg, juste pour situer, donc c'est une collectivité de 33 communes sur à peu près 30 000 hectares et 520 000 habitants. Voilà. Alors, on m'a demandé d'évoquer plutôt la partie difficulté, qu'est-ce qui a pu être compliqué dans la mise en place des menus végétariens chez nous, et aussi quels sont les leviers qu'on a pu mettre en place bah, justement pour lever les freins qui sont effectivement ceux qui ont été soulevés en début de présentation, hein. C'était un très bon résumé effectivement des freins qu'on a pu rencontrer. Alors peut-être juste pour commencer avec quelques chiffres clés de la ville de Strasbourg. Donc c'est une ville qui est sur 13 500 repas jour qui sont livrés en liaison froide, donc par deux prestataires sur 48 sites. Et depuis peu, deux sites aussi qui sont en cuisine sur place, toujours par ces mêmes prestataires. Petit chiffre égalim, on est sur 70% des denrées qui sont sous SIQO lors de la dernière télédéclaration de 2025, sans compter le HVE qu'on a décidé de ne pas inclure dans ce décompte-là, et dont 56% de produits bio. Pour ce qui concerne le végétarien qui nous intéresse aujourd'hui, on a 1,5 repas végétariens par semaine et 6% également des élèves qui ont choisi une typo végétarienne tous les jours, qui est une possibilité aussi qu'on offre aux familles et à leurs enfants, qui est en plus 50 centimes moins cher que la typologie standard. Donc, je plus soit ce qui a été dit sur la question du prix, c'est vraiment pas une histoire de coût de denrée. Au contraire, pour nous, le menu végétarien nous permet même de proposer une typologie moins chère pour les parents. Les enjeux, je ne vais pas revenir dessus, on l'a évoqué ensemble. Les difficultés, c'est pareil, c'est ce qui a été dit. Le fait d'être en gestion concédée nous a aussi fait voilà, rencontrer des difficultés de logistique et d'approvisionnement, chose qui a été stabilisée en quelques années. Et la question effectivement de l'acceptabilité des enfants, des accompagnateurs, ça a été soulevé dans le chat, effectivement, c'est très important, et des parents qui est en progression. Et le principal levier d'acceptabilité, vraiment qu'on a rencontré chez nous, ça a été la qualité. Enfin, c'est vraiment la chose finalement qui revient et qui est la plus importante. Au démarrage, chez nous aussi, on a retrouvé les fameux pavés végétaux
quand même globalement assez sec et insipide. Et là, clairement, effectivement, c'est quelque chose qui ne donnait pas satisfaction. C'est un point qu'on a pu soulever auprès de nos prestataires. On les a vraiment encouragés à faire mieux. On a également mentionné cette attente de qualité dans nos marchés publics. Donc, on a exigé que le menu VG soit cuisiné à partir de produits frais, locaux, bio en majorité, ce qui est déjà une condition de nos marchés publics, et avec une qualité équivalente au fait maison. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a permis, voilà, de progresser avec nos prestataires et petit à petit, voilà, d'arriver sur quelque chose de bien meilleur dans l'assiette, avec bah, des recettes telles celles qui ont pu être partagées, hein, les dalles de lentilles qui fonctionnent très bien, les bolognaises de lentilles, le fameux brownie aux haricots rouges qui cartonne toujours autant. Voilà, donc là, on est maintenant effectivement parvenu à des recettes beaucoup plus qualitatives et c'est effectivement vraiment ça qui a aussi permis bah, aux avis d'évoluer et désormais, on a des retours beaucoup plus positifs. Et nous avons également associé les parents. Donc ça, c'est quelque chose qui avait été effectivement proposé précédemment par Lola. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous a aussi permis, voilà, bah, de faire lever aussi quelques freins de la part des parents qui eux-mêmes pensaient, voilà, qu'on était sur des plats pas forcément très bons et nourrissants pour leurs enfants. Pour aller plus loin, et ce que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, sur la question à la fois de l'éducation au goût, la question de la formation des chefs de cuisine, mais aussi la question de la construction des filières. On a mis en place en fait une opération qui s'appelle Fabuleuse Légumineuse, qui est une opération qu'on propose tous les ans maintenant depuis 3 ans dans le cadre de notre PAT, et lors de laquelle on va proposer en fait pendant une semaine, en général, on fait coïncider ça avec la Journée internationale des légumineuses, on va proposer en fait les différentes légumineuses cuisinées en entrée, en plat, en dessert, en pain, enfin vraiment sous toutes les manières, en mobilisant en fait les établissements de restauration collective. Donc, c'est une opération qui a démarré il y a 3 ans. Au démarrage, on a principalement mobilisé nos cantines, celles dont on avait la responsabilité directe, mais aussi les collèges, les lycées, en s'associant en fait avec bah, le département et la région, le CROUS, certains établissements aussi restauration d'entreprise. On a démarré la première année avec 240 établissements qui nous permettaient de toucher 52 000 personnes. Et aujourd'hui, 3 ans après, on est à 70 établissements qui nous permettent de toucher 150 000 personnes. En termes d'impact, le fait d'organiser une opération telle que celle-ci en mobilisant voilà, durant une semaine en même temps l'ensemble des établissements partenaires, c'est quelque chose qui plaît énormément aux établissements justement de restauration collective qui ont bah, le sentiment finalement de prendre part à voilà, une opération du territoire qui en plus accompagnée à 360 degrés. Donc je reviendrai juste après sur la manière dont on accompagne la mise en place de cette opération. C'est aussi une journée, enfin une semaine, pardon, lors de laquelle on a un bon retour, une bonne satisfaction des convives, qui donne une note de 3 sur 4, ce qui est une moyenne avec des résultats qui sont quand même assez variables et qui sont très liés en fait aux recettes qui sont cuisinées. Et aussi, même si c'est pas le thème d'aujourd'hui, c'est quand même une opération dont je voulais évoquer l'impact en matière de structuration de filière, puisque une semaine d'opération avec le nombre de personnes que j'ai évoqué permet de passer une commande de plus de 20 tonnes, dans la mesure où sur leur métropole de Strasbourg, on a un collectif d'agriculteurs qui s'est lancé il y a quelques années de ça maintenant dans les légumineuses pour remplacer finalement d'autres filières céréales. Voilà, cette opération leur a aussi permis de bénéficier de commandes et plus globalement de se référencer en fait au long cours auprès des différents opérateurs. Durant cette opération, d'ailleurs, je précise, on impose en fait une règle du jeu qui est un approvisionnement en légumineuses locales et ou bio. Ce qui en général convient en fait aux établissements qui sont voilà aussi intéressés pour découvrir différentes sources d'approvisionnement dans ce cadre-là. On peut passer à la slide suivante.
Euh, alors, si je rentre un peu dans le détail de cette opération, qu'est-ce qui fait qu'elle fonctionne et comment vous pouvez peut-être aussi vous appuyer dessus voilà, pour mobiliser aussi les établissements sur votre territoire. Donc, au démarrage, ça a été la création d'une équipe projet. Je vous le disais, on a mobilisé à la fois nos propres cantines, mais également celles de collège, de lycée. Et ça a été permis par vraiment la création d'une équipe projet avec le département et la région. On est ensuite allé effectivement contacter en fait la restauration collective. Alors d'abord les prestataires, les sociétés qu'on connaissait, et puis petit à petit avec le bouche à oreille, on a pu prendre contact aussi avec d'autres, ce qui a permis vraiment voilà de toucher le nombre d'établissements que j'ai évoqué tout à l'heure. On a élargi depuis le début également à la restauration commerciale et la grande distribution. Il y a moins d'engouement que ce qu'on peut voir sur la restauration collective, mais quand même c'est intéressant. On a toujours quelques magasins qui sont associés, notamment des Biocoop, des Auchan et quelques restaurants privés. Donc ça permet aussi voilà, d'avoir un relais au-delà en fait de la cantine du midi. Euh, Très concrètement, pour cette opération, on met en place en fait une banque de ressources. Donc, c'est un cloud en fait sur lequel on va déposer tout un tas de ressources du type de celles qui ont été évoquées précédemment. Donc, en fait, des fiches recettes. On met à disposition aussi un annuaire des producteurs locaux pour l'approvisionnement, puisque souvent la question qu'on nous pose, c'est bah, moi, je veux bien en fait m'approvisionner en local, mais c'est pas du tout ce que je fais actuellement. Donc, donnez-moi des contacts. Donc, on met en place aussi un annuaire pour que chacun puisse trouver à s'approvisionner, que ce soit en direct ou via les grossistes. Et puis, on met également en place un kit de communication, donc avec des affiches, des flyers qui peuvent décliner aussi chacun des établissements pour donner aussi de l'information durant cette semaine. On propose aussi des animations. Donc, on a en fait un listing de structures ou professionnels qui peuvent en fait proposer des animations durant cette semaine-là. Ce qui va le plus fonctionner pour répondre à la question que j'ai vue dans le chat, ça va être des présentations qui sont faites par les producteurs. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très apprécié quand les producteurs viennent en fait avec leurs graines dans des petits pots et ou avec des plants en fait dans des petites barquettes. Bah, ça permet vraiment de comprendre en fait comment cette graine dans notre assiette est arrivée en fait et est passée entre les mains d'un professionnel. Il y a des ateliers aussi nutritionnels réalisés par des diététiciennes qui fonctionnent bien. Alors, nous, on dit atelier nutritionnel, mais évidemment, c'est pas comme ça que c'est présenté aux enfants. Lors de ces ateliers, on est vraiment sur de la sensibilisation au goût et au toucher. Donc, on va plutôt être dans de l'expérience avec les légumineuses. Des démonstrations culinaires par des chefs. Ça, c'est plutôt quelque chose qui va être proposé dans les restaurants d'entreprise et des jeux organisés par les élèves eux-mêmes, donc notamment dans les collèges où il y a souvent des services civiques. C'est peut-être le cas aussi sur vos territoires. Bah voilà, d'impliquer en fait les services civiques ou alors les délégués à l'environnement, ou souvent ouais, il y a les éco-délégués, il y a ce type comment dire, de responsabilités qui sont données à des élèves. Et ça fonctionne très bien en fait de leur suggérer en fait d'organiser des animations durant cette semaine-là. On a créé aussi une charte graphique que je vous présenterai juste après, avec en fait différents visuels qui peuvent être piochés en fait par les établissements, puisque par exemple en fonction de l'âge des convives, on va peut-être pas mettre en avant les mêmes arguments autour des légumineuses. Tu peux juste revenir en arrière, Anna, je reviendrai juste après sur ce slide-là. Et en matière de communication, c'est vraiment un temps où on profite vraiment pour communiquer. Donc, les établissements communiquent auprès en fait de leurs convives, auprès des parents lorsqu'il s'agit d'établissements scolaires et auprès de leurs parties prenantes, que ce soit sur les réseaux pro comme LinkedIn ou les réseaux grand public pour faire savoir aussi ce qui est réalisé en matière d'animation tout au long de l'année dans leurs établissements. Donc, on fait en général un lancement partenarial dans un des établissements où on convie en fait les autres parties prenantes à se réunir. Et c'est le moment du coup de participer en fait tous ensemble, soit à une animation, soit à un repas
Il y a une conférence de presse qui va servir de lancement de la semaine. Et puis chaque établissement va également communiquer en propre sur ses propres réseaux sociaux, ce qui en général permet d'avoir une très bonne couverture médiatique, puisque comme vous l'avez vu, il y a beaucoup d'établissements qui participent. Donc durant cette semaine-là, on a beaucoup, beaucoup de communication aussi autour du sujet des légumineuses. Et je vais utiliser la petite minute du coup qui me reste, effectivement, pour vous partager un petit peu les visuels. Donc, vous voyez à gauche, ça, c'est la fiche générique. Donc, l'idée, ça a été de reprendre en quoi les légumineuses sont bonnes. Bonnes pour les papilles, bonnes pour la santé, bonnes pour l'agriculture, bonnes pour l'environnement. Ça, c'est la fiche générique qu'on propose à tout le monde. Et ensuite, chacun peut aller piocher en fait dans des visuels et adapter sa communication. Donc, vous voyez par exemple, juste à côté, on a bonne pour les muscles. Ça peut être typiquement voilà, une communication qu'on va proposer par exemple dans des lycées. Donc chacun a la possibilité voilà, d'aller piocher en fait finalement le discours qui pourrait le plus intéresser sa cible. On met à disposition également des gabarits de menus, donc chacun voilà, peut renseigner assez facilement quel est le menu qu'il va proposer durant la semaine. Et comme je l'évoquais, voilà, des flyers. Alors on n'envoie pas, juste pour préciser, ces documents aux établissements, ce serait vraiment une logistique beaucoup trop complexe. On met tout à disposition dans la banque de ressources et chacun a la possibilité du coup d'imprimer en fait directement s'il le souhaite ces supports. Voilà, je pense que j'ai utilisé le temps. J'ai pas trop eu l'occasion de regarder les questions Ouais, dans le chat, je mais vais t'aiguiller. ouais, je vais le faire. Et d'ailleurs, peut-être juste, je pense qu'il y a encore des petites questions techniques, Lola, si tu souhaites répondre à Marc ou à Léa sur plutôt les questions nutritionnelles, je te laisse voir. Et peut-être prendre des questions pour Magali sur les fabuleuses légumineuses. Je vais te laisser répondre peut-être à Thibaut de façon très technique et je vais prendre deux questions. Oui, il y en avait trois. Alors, peut-être comment associer les parents? Est-ce que vous avez eu des levées de boucliers de la part des éleveurs? Et est-ce que vous avez noté si les repas végés ont un taux de gaspillage différent des autres? Ouais, alors sur la question du gaspillage, je réponds tout de suite par la fin. Durant cette opération, on est globalement sur un gaspillage équivalent à un menu standard habituel, donc c'est ni plus ni moins. Mais comme je le disais, c'est très variable en fonction des recettes. Moi, j'ai pu participer à des repas dans des établissements où, par exemple, la lentille verte avait été trop cuite en entrée crudité. Du coup, bah voilà, tout de suite, les enfants vont goûter et ils vont pas apprécier, et donc ça va être mis de côté. Donc en fait, c'est vraiment l'exécution et la qualité du repas qui vont faire le taux de gaspillage. Quand c'est des recettes bien cuisinées, ça fonctionne super bien. Et quand il y a des animations, cette année, on a eu à peu près, mais on n'a pas fini le décompte, mais 70 animations qui ont été proposées, donc un établissement sur 10. En général, on note un effort quand même supplémentaire de la part des convives qui rencontrent le producteur, voilà, qui rencontrent un chef et donc vraiment qui font beaucoup plus l'effort de goûter en fait par rapport à un temps habituel. Sur la question du prix, je ne vais pas le communiquer ici, mais vous pouvez m'envoyer un mail. Je pense que les mails seront partagés. Sur le contrôle de l'exécution de la qualité, l'utilisation des produits frais, je prends l'exemple de la ville de Strasbourg. On a 3 diététiciennes, donc, dont c'est vraiment en fait la mission au quotidien, déjà de valider en fait les menus qui sont proposés par les prestataires à peu près 6 semaines à l'avance. Il y a des dégustations qui sont réalisées, donc en général toutes les semaines dans une des cantines, il y a un repas qui est pris pour voilà, vérifier la qualité. Et il y a aussi des contrôles inopinés qui sont faits sur les approvisionnements. Donc on s'assure du fait que les produits soient bio. Quand on exige par exemple qu'aucune crudité ne soit achetée pré-découpée, voilà, on s'assure aussi que dans les frigos, il n'y a pas ce type de produit, etc. Donc c'est du contrôle vraiment sur place. Et après, moi, j'avais noté participation des parents et est-ce que levé de bouclier de la part des éleveurs? Ouais. Alors, pour reprendre l'exemple des cantines de Strasbourg, il y a un mail qui est envoyé avant l'opération, donc pour informer qu'il va y avoir cette semaine. Et c'est important aussi parce que comme les enfants vont quand même manger des légumineuses tous les jours, même si c'est pas des très
grosses proportions, bah, c'est important que les parents n'en fassent pas en plus le soir à la maison. Donc, c'est important qu'on informe en fait qu'il va y avoir cette semaine-là. On informe aussi des animations, puisqu'on fait un planning en fait des animations sur les différents sites, ce qui permet aux parents bah, de voir à quelle animation va pouvoir participer leur enfant. Sur certaines animations, on propose aux parents d'élèves de participer. Et souvent, ils sont un certain nombre à venir et ils sont très contents de manger avec leurs enfants. Et suite à l'opération, on refait un mail pour partager en fait les recettes qui ont eu le plus de succès. Donc, on envoie en général deux, trois fiches recettes qui ont bien séduit durant la semaine en fonction des retours qu'on a pu avoir. Et donc voilà pour les réactions des parents, en tout cas dans les cantines qu'on suit plus directement. Levée de bouclier de la part d'éventuels producteurs locaux de produits animaux. Non, je dirais pas lever de bouclier, ce serait un peu fort. Après, clairement, cette opération fabuleuse légumineuse, on a voulu qu'elle soit le moment de mettre en avant effectivement les légumineuses. Certains font le choix de les associer avec de la viande. Le fameux lentilles et saucisses. Voilà, c'est des recettes qu'on trouve en fait pendant Fabuleuse Légumineuse. Dans la mesure où on impose durant cette semaine que la cuisine soit locale et ou bio, bah, c'est aussi le moment en fait où on peut proposer une saucisse voilà, qui a été cuisinée localement. Donc, voilà, en fonction des sensibilités de chacun, on va plus ou moins jouer le jeu du végétal durant cette semaine, en association ou non avec de la viande. Donc pas de levier de bouclier, mais évidemment, voilà, les éleveurs profitent aussi de cette semaine, ben, voilà, pour aussi faire connaître leurs produits locaux durant cette opération. Euh, voilà. Et puis vous faites un travail de fond quand même avec les agriculteurs justement pour diversifier et apporter des marchés et sécuriser les filières. Donc il y a un travail quand même où l'idée c'est que ce soit une collaboration et qu'ils puissent y voir un avantage. C'était l'objet notamment du webinaire 1. C'est ça. Euh, Est-ce que tu Le veux lien, il est répondre sur la très... dernière slide. Quelqu'un pose la question du lien. Sinon, c'est strasbourg.eu/fabuleuse légumineuse. Alors, on va passer à la partie 3 et on Ah va bah, remettre j'ai le quelqu'un mis lien. le lien. Mais est-ce que tu veux répondre rapidement à la dernière question sur les EHPAD? Est-ce que vous Oui, travaillez avec les restos des oui. EHPAD, contraintes nutritionnelles particulières, plats texturés, la réception du VG est aussi difficile, voire impensée. Oui, avec l'appui en fait du département, on a pu relayer cette opération auprès des EHPAD. Donc, on a beaucoup d'EHPAD qui ont participé cette année, notamment ceux qui sont servis par un opérateur de restauration collective qui couvre beaucoup d'EHPAD chez nous dans la région et qui est impliqué dans l'opération. Effectivement, ça demande des recettes voilà, plus adaptées. Mais c'est quelque chose qui effectivement fonctionne bien aussi dans les EHPAD, dans les hôpitaux, hein. On a aussi plusieurs cliniques, hôpitaux qui ont participé cette année. Ce n'était pas forcément le cas les éditions précédentes. Donc vraiment, cette opération, elle s'adresse à tous les âges et elle est vraiment appréciée dans tous les différents types d'établissements. Et adapté à tous ces Mm. établissements. Super, merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, j'imagine que Magali pourra continuer à y répondre via le chat. On va passer à la partie 3 sur les clés opérationnelles pour réussir. Merci d'ailleurs Lola, alors si vous avez pu répondre aussi, compléter les réponses dans le chat. Je vous redonne la parole, mais cette fois-ci sans introduction. Donc, il y a trois séquences qui sont prévues dans cette partie-là. Donc, développer les compétences et le plaisir en cuisine, un cadre partagé pour embarquer tout le monde, les outils disponibles pour passer à l'action et valoriser votre travail. Et ensuite, on aura une dernière prise de parole des trois intervenantes sur la conclusion. Je redonne la parole à Lola. Et non, c'est moi qui introduis cette fois-ci. Et non, c'est toi alors. Euh, du coup, enfin, vous vous posez peut-être la question de pourquoi c'est important de développer les compétences et le plaisir en cuisine, même si ça a l'air évident, et notamment pourquoi, et vous avez été nombreux à voter là-dessus, sur le fait est que former les équipes de cuisine, c'est un des leviers majeurs pour végétaliser les assiettes.
La première des choses, et c'est peut-être contre-intuitif, on pense souvent au savoir-faire technique, au fait de savoir comment cuisiner. La première question, c'est pas ça. La première question, c'est le sens. Et je pense qu'on l'a dit tout autour de la table, et c'est vraiment ça. Et Fabuleuse Légumineuse, je trouve que c'est un événement génial pour mettre en valeur le travail des équipes et leur donner l'énergie, l'envie de s'investir. Mais comme on l'a vu sur beaucoup de parents et sur aussi, c'est un enjeu qui traverse toute la société, le végétarien, parfois, ça vient impacter le système de valeurs des cuisiniers, des cuisinières. Et donc, en fait, et notamment, il y avait la question, est-ce que vous êtes déjà allé dans des secteurs ruraux? Quand on va dans des secteurs ruraux, quasiment, enfin, on se retrouve avec du coup une quinzaine de cuisiniers autour de la table pour faire nos formations, et on a toujours peut-être au moins un tiers qui ont soit un parent éleveur, soit un oncle qui a été boucher, soit eux-mêmes ont travaillé dans la filière boucherie-charcuterie, et donc du coup ils ont l'impression de trahir leur oncle, leur neveu, etc., etc. Et donc retrouver du sens et se dire c'est pas le menu végétarien, comme on l'a dit, c'est pas les légumineuses contre la viande, mais c'est vraiment comment on fait pour que le menu végétarien il serve à augmenter la qualité pour tout le monde, y compris sur du mieux-être animal et avoir les marges de manœuvre financières pour investir sur la meilleure qualité en termes de viande et d'élevage. Et donc du coup de créer l'envie d'avancer en se disant ça a fait sens pour vous et et notamment s'appuyer sur les démarches locales, etc. Les cuisiniers, ils adorent travailler les produits de leur terroir et donc du coup de leur montrer que dans leur terroir il y a aussi des légumineuses absolument fantastiques. Voilà, on leur donne l'envie d'y aller, on leur donne le sens et on a des cuisiniers absolument exceptionnels en France, hein. On a une restauration collective où on a beaucoup, beaucoup de cuisiniers de métier qui sont parfois passés par la bistronomie, par la gastronomie, qui ont fait des années d'études en cuisine. Et donc, du coup, quand on leur donne l'envie d'y aller, ils nous sortent des assiettes absolument extraordinaires en végétarien. Donc, c'est vraiment le premier pilier, c'est leur donner sens et leur donner, leur faire comprendre que ils ont un enjeu à jouer et qu'on est devant une transition écologique et alimentaire absolument inouïe et qui sont en train de la rendre gourmande et de paver du coup le chemin pour les nouvelles générations à venir qui doivent se régaler avec des légumineuses et paver le chemin aussi pour leurs pères cuisiniers qui vont venir. Donc ça, vraiment, redonner du sens à tout le monde pour embarquer. Augmenter les marges de manœuvre financières pour investir sur la qualité, on l'a dit, mais vraiment, nous, on a fait une étude alors, auprès de nos clients hein, sur quand on fait du fait maison en végétarien, le plat principal, il revient jusqu'à 50% moins cher. Donc, c'est une vraie marge de manœuvre. Et comme le disait Magali, du coup, qu'on peut soit internaliser pour réinvestir sur de la qualité, augmenter la bio, augmenter les produits de qualité, et ou du coup baisser le coût pour les convives. Et ça, c'est une vraie chose qui parle aussi aux cuisiniers. Développer des nouveaux panels de recettes adaptés à leur production. Parce qu'on se dit, oui, sur Internet, il existe plein de recettes, je comprends pas pourquoi les cuisiniers peuvent pas s'en emparer, qu'est-ce qui les bloque, etc. Sauf que faire à la cuisine pour 4 personnes et l'agilité qu'on peut avoir pour 4 personnes et les contraintes qu'on a quand on nourrit des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de convives par jour, eh ben c'est pas la même chose. On l'a dit au niveau des approvisionnements, on l'a dit au niveau voilà, de la gestion et on a aussi des convives où c'est en scolaire et donc il faut adapter les goûts pour que ça soit pas trop marqué et pour en même temps que ça soit très appétissant. Et donc du coup, il y a vraiment besoin, voilà, de développer les compétences et le plaisir pour qui s'investissent et qui trouvent de nouvelles recettes. Nous, on leur livre aussi des nouvelles recettes clés en main pour qu'ils puissent les reproduire facilement et qui prennent du coup euh, aussi confiance. Parce que au moment, et Lola l'a très bien dit, au moment où la loi est sortie, beaucoup se sont engouffrés. Alors certains sont tombés dans l'écueil, en effet, de faire tout en mode pavé végétal, industriel, et donc ça a perdu du sens parce que pareil, ils sont très attachés à la culinarité, au fait maison. Donc ils se disaient, mais c'est quoi ce menu végétarien où on me demande de faire que de l'industriel? Ça va contre mon sens de valeur. Et ou au contraire, comme ils n'étaient pas formés sur comment on présente une assiette, comment on doit la composer, ils sont mis à faire brocoli riz et se dire bah ça c'est mon menu végétarien. Alors que ça n'avait pas de cohérence, ça raconte pas une histoire, c'est juste pas bon quoi, ça n'est pas assez savoureux. Et parfois ils se sont lancés dans des productions végétariennes en voulant très bien faire mais en n'ayant pas les outils techniques etc. Le savoir-faire et ils sont pris des tollés, c'est-à-dire des
productions quasiment entières qui partent à la poubelle, ou une très grande partie partent à la poubelle, parce qu'on avait mal calibré la texture, le goût, le dosage des épices, etc. Et ça, mais il n'y a rien de plus terrible pour un cuisinier qui veut faire plaisir, de se retrouver avec sa production qui part à la poubelle. Et ça crée un choc où les cuisiniers, en fait, et les cuisinières ne veulent plus y aller parce qu'ils ont peur. Ça crée une peur de se dire, si je fais mal, je vais créer beaucoup de gaspillage alimentaire, on va me dire que c'est mauvais, et c'est pour moi vraiment tout pourquoi je me lève le matin, c'est pour faire plaisir et pour nourrir les enfants, pour nourrir les convives et pas pour nourrir les poubelles. Donc ça, il y a vraiment besoin de leur redonner confiance et de construire des recettes qui marchent parce que c'est la clé pour baisser le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, sur le VG, bien communiquer, appeler de la bonne façon, former les équipes et comme certains l'ont dit, former aussi les agents qui vont servir là. Et enfin, du coup, c'est un véritable levier pour faire ce dont on a envie, c'est-à-dire créer un nouveau répertoire, moderniser le répertoire culinaire en France. Et ça, on se dit, bah, je comprends pas pourquoi ça va pas plus vite, le menu végétarien, etc. Mais on se rend pas compte, à l'aune de notre tradition culinaire, hein, qui parfois est un peu dévoyée, mais on se rend pas compte de la marche qui est devant nous et de l'effort colossal, mais super enthousiasmant aussi, qu'il y a de moderniser ce répertoire. Aujourd'hui, quand on pense au répertoire culinaire français, on est incapable de voir un plat emblématique végétarien. On n'en a pas dans notre culture. Donc il va falloir le créer. Et pour ça, il faut du coup redonner confiance, redonner envie et redonner du savoir-faire, etc. Sur le végétarien pour que les équipes puissent s'en emparer et prennent du plaisir et vraiment du fun et de l'enthousiasme, un peu comme je pense Fabuleuse Légumineuse leur permet d'avoir, de s'investir et de se dire, waouh, c'est génial en fait, c'est tout un pan qui s'ouvre à moi, c'est tout un terroir végétal que j'ai peu exploré ou peu mis en valeur. Et du coup, c'est un territoire d'amusement et de découverte qui va être phénoménal. Voilà pourquoi c'est important. Et après, je voulais aussi vous donner envie. Alors, vous sortez, du coup, dans la slide suivante, vous sortez de peut-être déjeuner où vous êtes en train de grignoter devant votre ordinateur, vous allez vous mettre à table après. Mais voilà toutes les recettes que vous pouvez retrouver dans le livret qu'on a édité pour la ville de Paris, mais toutes les recettes réalisables en restauration collective. Il faut pas se dire oui, il y a des contraintes, oui, il y a des freins, etc. Mais on a devant nous un panel de recettes et on va avoir dans les prochaines années des recettes qui vont être absolument phénoménales sur la qualité de ce qu'on peut proposer et sur la diversité de ce qu'on peut proposer. Donc à l'écran, vous avez par exemple une omelette pomme de terre, très simple, voilà, BCR, un couscous aux 5 légumes, mais vous avez aussi un mafé aux haricots rouges, vous avez des pois chiches à la forestière avec de la crème, etc. Vous avez un parmentier butternut et lentilles, vous avez un curry réunionnais de lentilles, un tagine de pois chiches, un curry de pois chiches, vous avez un croque feta épinard ou un merci mec qui est une soupe turque à base de lentilles corail. Donc voilà, on peut piocher, on peut réinventer la gastronomie française et la moderniser, et on peut aussi piocher dans tout un répertoire de gastronomie en dehors de nos frontières qui est très très riche en légumineuses, bien plus que ce qu'on a actuellement dans le répertoire français, qui est à construire. Voilà pour vous allécher. Et j'avais envie aussi, et du coup ça rebondit sur ce que Magali vous a présenté, j'avais envie aussi, bon c'est un peu, on est sur la troisième partie, donc ouverture sur d'autres secteurs que forcément que le secteur scolaire. J'avais envie aussi de vous partager des stratégies gagnantes de gens qu'on a accompagnés ou avec lesquels on est en dialogue et qui réussissent à aller bien au-delà des contraintes Egalim. Lola l'a dit, en 2024, il y avait 40% des gens qui n'atteignaient pas Egalim. J'ai espoir de me dire qu'aujourd'hui, en 2026, ça a un peu évolué et que on a réduit ce pourcentage-là. Mais il y a aussi un bon quart de personnes qui vont au-delà et qui sont pionniers et qui nous donnent, moi en tout cas, qui me donnent beaucoup d'énergie et beaucoup d'enthousiasme pour l'avenir et des perspectives pour avancer. On a accompagné par exemple l'association des l'ASPP, donc les restaurants administratifs de la ville de Paris, qui l'année dernière se sont mis à proposer 2 jours entièrement végétariens pour les adultes, pour les personnels de la ville. Et je peux vous dire que ça a été
compliqué, mais aujourd'hui, ils ont réussi à conserver leur clientèle et à la satisfaire. Et ils sont passés à 50% du coup de taux de prise végétarien sur leur établissement, ce qui est complètement pionnier pour des adultes. Les Crous, pareil, ils ont mis en place un objectif concret de taux de prise, donc qui est sur 2025 qui est à 30% et d'ici l'horizon 2030 à 50%. Et là, on a des très belles réalisations avec le Crous notamment de Rennes-Bretagne qu'on a accompagné qui sont à 40%, 40-45%, et d'autres Crous qui voilà, empruntent le pas et une très belle dynamique là-dessus. On a accompagné aussi un réseau de micro-crèches sur la région justement de Strasbourg qui sont passés à 100% de menus végétariens. Donc voilà, tous les jeunes aujourd'hui, les enfants en bas âge, sauront ce que c'est un menu végétarien et pour eux ce sera voilà une norme parmi leurs différents menus qu'ils ont. Et du coup ça a été très enthousiasmant aussi. HEC, qui est un peu comme l'Eurométropole de Strasbourg, a choisi de mettre un prix moins élevé sur leurs options végétariennes et véganes pour augmenter le taux de prise. Saint-Denis, qui est passé à une cantine 100% gratuite et qui a pu le faire aussi parce qu'ils ont mis en place 3 jours entièrement végé. Et enfin, on parle beaucoup de cet exemple, je ne sais pas si vous le connaissez, de la ville de Montsartou, avec Gilles Perrault, du coup, son adjoint sur les questions d'alimentation, qui est très moteur dans le secteur sur ces questions-là. Il met en avant la cantine 100% bio et après beaucoup d'échanges avec lui, il me disait qu'il avait pu le faire parce que la moitié aujourd'hui des repas à Montsartou sont végétariens et donc c'est ces marges de manœuvre financières-là qui ont permis d'augmenter la qualité. Donc si par exemple au niveau du PAT vous avez des élus qui disent mais moi je veux augmenter la qualité, je veux augmenter le local, je veux augmenter le label rouge, je veux augmenter le bio, etc. Dites-leur il y a deux leviers majeurs, hein, c'est très simple, c'est lutter contre le gaspillage, donc faire des meilleures recettes, etc., et travailler là-dessus, et végétaliser l'alimentation. C'est les deux leviers majeurs pour obtenir à budget constant ou à budget inférieur une démarche de manœuvre pour augmenter la qualité. Oui, d'ailleurs, il y a Léa qui est présente dans le chat, donc j'imagine qu'elle pourrait répondre si vous avez des questions sur Montsartou. Et je merci beaucoup en tout cas Laure pour ces clés. J'espère que, enfin, j'ai l'impression qu'elles sont bien appréciées en tout cas dans le chat. Enfin, vous y trouvez des ressources. Je te donne la parole Lola cette fois-ci. Oui, merci beaucoup Laure. Oui, merci. Alors moi, je voulais vous parler d'un outil qui, à mon sens, est vraiment sous-utilisé pour amorcer toutes ces dynamiques de végétalisation. C'est pourtant une obligation d'Egalim, c'est le plan pluriannuel de diversification des sources de protéines qui impose, enfin qui demande en tout cas aux cantines de publier, de proposer aux gestionnaires un plan pluriannuel, du coup, sur comment est-ce qu'on augmente la part de protéines végétales dans l'offre de restauration. Donc là, on ne parle pas uniquement de menus 100% végétariens, ça peut être, enfin, je vais en parler juste après, mais c'est augmenter en tout cas la part de protéines végétales sur l'ensemble des protéines servies. C'est un plan qui est vraiment déclinable, qui se veut en tout cas très pratique pour les collectivités, peu importe d'où elles partent, peu importe la taille, le nombre de couverts, etc. Donc ce sont les parties prenantes du terrain qui le co-construisent avec des objectifs qu'on appelle SMART, donc c'est-à-dire des objectifs qui sont bien chiffrés, avec un délai, avec voilà, un plan d'action qui est clair en fait, et surtout qui est très progressif. Anna, tu peux passer... Donc, comme vous le voyez, en général, c'est sur 3 ans. Donc, on part en l'année 0 de faire un petit audit. Donc, tu peux le mettre, qui permet d'avoir une vision de d'où on part, quelle est l'offre, la qualité, la quantité de l'offre végétarienne initiale. On va aussi pouvoir faire l'évaluation des compétences techniques et des motivations des équipes sur place. Et pendant les années suivantes, il y a un reporting annuel, un suivi des indicateurs qui ont été définis pour les différents objectifs, afin de favoriser l'amélioration continue et, si besoin, de réajuster les objectifs qui étaient convenus initialement. Au niveau des champs d'action, alors vous connaissez les 5 M, vous allez adorer les 5 P.
Donc, on a par exemple des actions sur les plats. Donc là, on va chercher, on va regarder un peu les grammages, les fréquences, la composition des menus, le choix des recettes, des ingrédients, etc. On a aussi le P pour personnel. Donc là, c'est la formation des cuisiniers, que ce soit sur la sensibilisation au pourquoi du menu végétarien, les atouts environnementaux, les atouts de santé, pour permettre de donner du sens à ce qu'ils feront, comme on l'a dit, mais aussi les compétences culinaires qui ont été largement présentées par Laure. P comme présentation aussi, c'est très important pour favoriser le taux de prise, de ne pas isoler l'option végétarienne ou de devoir la demander lors du service pour pouvoir en bénéficier. Il y a un vrai travail à faire, par exemple même au niveau de l'affichage, dire que c'est la suggestion du chef ou travailler les appellations, comme on disait tout à l'heure, pas les lasagnes végétariennes, les lasagnes légumes du soleil, des choses comme ça. Au niveau de la promotion aussi, donc là, ça peut passer par exemple par des ateliers, des dégustations, comment est-ce qu'on implique les parents, les élèves, les cuisiniers sur les menus, les affichages également dans les espaces de la restauration. Et aussi P comme positionnement. Alors, il est un petit peu moins clair celui-ci, mais c'est comment est-ce qu'on affirme ce choix du végétarien, quels sont les arguments qu'on va présenter aux différents convives. Donc vous avez en bas, là, tout en bas de la slide, le cadre officiel, on va dire, proposé par le Conseil national de la restauration collective, si ça vous intéresse de voir comment ça peut être construit. Chez VG Cantine, on propose également une labellisation qui s'appelle le label Assiette Verte, qui nous sert à valoriser les cantines qui sont engagées au-delà du menu végétarien hebdomadaire d'Egalim. Donc, vous faites mieux qu'Egalim, faites-le savoir, que ce soit pour les convives ou même, ça permet aussi d'avoir une reconnaissance du travail des cuisiniers et des différentes équipes. Donc, c'est une labellisation qui va au-delà de Egalim, qui contribue à l'atteinte des objectifs du programme national nutrition santé, notamment sur les apports en fibres, et dans le cadre duquel on propose un accompagnement très concret des collectivités. Donc, nous, on fait une étude nutritionnelle des trames de menu et des fiches techniques. On fait des propositions d'amélioration si c'est nécessaire dans le cadre de la labellisation. Donc, c'est une vraie étude nutritionnelle. On va compter des protéines, on va compter des milligrammes de calcium. Néanmoins, c'est une étude qui est gratuite pour les collectivités et qu'on peut décliner soit en menu, soit sur un fonctionnement menu unique ou sur inscription, ou alors en menu à choix multiples. Je pense qu'il reste une petite partie à développer sur la slide. Voilà, bon, c'est ce que je venais de vous dire. Vous retrouvez en bas de la slide aussi notre page dédiée à ce label. Enfin, je voulais vous parler de ce que propose VG Cantine dans son ensemble. Je l'ai un peu évoqué au début. Donc là, je vous ai mis les différentes rubriques que vous trouverez sur le site. Donc, on a une rubrique Agir, par exemple, qui s'adresse, tu peux faire apparaître la petite partie, qui s'adresse aux différents publics. Donc, Agir pour les élus, au niveau des professionnels de santé, à destination aussi des professionnels de la Restoco et des usagers qui sont nombreux aussi à nous dire nous, on aimerait avoir une option quotidienne, comment est-ce qu'on peut s'y prendre, quels sont les arguments, les démarches, etc. Donc, on les accompagne au cas par cas. Vous avez un onglet de ressources avec des corpus de recettes, des annuaires de formation pour les différents professionnels, des catalogues de produits pour savoir quelles denrées acheter, par exemple. Et le réseau Vegaction qui est composé de professionnels de la restauration collective qui ont déjà amorcé des démarches très vertueuses et qui sont volontaires pour partager leur expérience. Et enfin, vous avez l'onglet sur le label où vous retrouverez la présentation complète, la charte détaillée et des exemples de labellisés pour vous inspirer. Donc, n'hésitez pas à aller voir si votre commune est labellisée parce que c'est un label qui existe depuis un moment et c'est possible que vous ayez de bonnes surprises.
Je voulais aussi faire rapidement, très rapidement, un point. On a beaucoup parlé du VG dans les cantines. Sachez qu'en ce moment, on est en train, à l'AVF, de publier, de mener une campagne sur la végétalisation de l'hôpital, qui représente le médico-social. C'est 50% de la restauration collective. Donc là aussi, on a un vrai levier à jouer. On a une diététicienne du pôle VG Cantine qui a mené dans les hôpitaux un vrai travail pour sortir ce rapport. Je vous invite à aller le consulter sur le lien qui est en bas aussi. Pardon, je suis désolée, j'ai mon internet qui bug, mais merci beaucoup pour ces présentations. J'arrête de faire ça, j'arrête de cliquer là. Pardon, je ne vous ferai pas l'affront de vous dire les aléas du direct. C'était pas exactement terminé. Ouais, moi je Voilà. voulais juste faire un point sur ce qu'on pouvait faire. Du coup, on accompagne de nombreux PAT, de nombreux collèges, enfin départements, régions et communes ou EPCI sur ces questions de végétalisation de l'offre. On fait des formations en cuisine, c'est notre cœur de métier, c'est ce qu'on fait en priorité, former les équipes de cuisine à faire plus de cuisine végétarienne, à prendre du plaisir à le faire, à être motivé à le faire. On forme aussi des gestionnaires et des établissements ou des groupes comme le Crous, comme je vous disais, les restaurants interadministratifs de la ville de Paris, sur la stratégie, comment on végétalise, à quel rythme on le fait, comment on communique dessus, comment on embarque les équipes, comment on déploie la végétalisation. On fait des livres de recettes et du coup on en a partagé sur les recettes végétariennes. Il y en a un qui est en cours de publication qui devrait être publié en juin, je pense, enfin d'ici la fin juin autour des légumes, notamment en accompagnement, en plat principal, etc. Parce que le but, c'est aussi de donner au végétal toute sa place. Et donc, du coup, comment on met le légume, on sait que la consommation de légumes et de fruits est en baisse en France. Et donc, du coup, rebooster ça à travers des belles recettes, ce serait très chouette. Et du coup, on aura un livret qui sera disponible également sur Internet gratuitement pour les familles et pour les pros. Et enfin, notre grande actu, mais qui arrivera dans 6 mois maintenant, c'est en janvier 2027. On lance l'équivalent d'un marmiton pro et durable pour la restauration collective. Donc là, ça sera une plateforme designée par et pour la restauration collective où il y aura plus de 500 recettes et du coup, vu que ça sera collaboratif, ça ne fera qu'augmenter. Végétarienne, 100% végétale et aussi flexitarienne avec un baisse du grammage de viande, mais également de la viande combinée à des légumineuses, etc. Pour essayer justement de donner aux équipes de cuisine plus d'outils pour végétaliser, diversifier les propositions végétariennes et aller de l'avant là-dessus. Voilà. Donc, il y a encore quelques questions. Peut-être on va prendre 2 minutes et après, j'aimerais vous écouter toutes les trois sur cette dernière question. Avez-vous une action pour former les personnels qui accompagnent les enfants à table dans le cadre d'assiette verte? Le label peut-il être sollicité pour des gestions concédées? Oui, j'ai l'impression que Lola, tu réponds en même temps. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou on part sur cette dernière question? Sur laquelle, du coup, sur la formation? Ouais, avez-vous une action pour former les personnels qui accompagnent les enfants à table? Qui a l'air d'être un public particulièrement... Ça peut être des animations. Enfin, nous, à VG Cantine, on propose des ateliers sur la pause méridienne qui impliquent les enfants, mais dans lesquels on peut tout à fait impliquer aussi le personnel. Donc, c'est sous forme de jeux interactifs où on parle des familles d'aliments, des fréquences recommandées, on va dire, pour qu'ils aient des repères sur ce qu'ils mangent et notamment sur le menu végétarien, ce que ça peut apporter, etc. Donc, c'est tout à fait le moment aussi, si le Périsco veut participer, ça s'y prête tout à fait. Merci beaucoup. Laure, tu veux compléter ou sinon tu peux commencer à répondre à la question, quels acteurs sont selon vous encore un peu intégrés à la discussion? Ouais, bah, je peux commencer à répondre à cette question. Sur les acteurs peu intégrés, je pense que Magali l'a très bien souligné sur la filière et en fait, il nous manque, il y a pas mal de choses qui nous manquent, mais notamment
côté filière, il nous manque beaucoup d'aides culinaires et de choses intermédiaires. En fait, quand on a fait le menu végétarien, on a eu beaucoup de choses qui ont été assez transformées. Et on se retrouve avec soit de la légumineuse qui est juste cuite, soit quelque chose qui est parfois très abouti, très transformé. Et finalement, alors que la filière viande a un panel d'aides culinaires qui est très impressionnant, il en manque. Donc je pense qu'il y a un vrai effort là-dessus. Et moi, je suis ravie aussi d'être dans cette période où je pense qu'on va, voilà, on découvre des nouveaux produits comme l'anticorail que moi je connaissais pas en tant qu'enfant. Et on va avoir beaucoup d'innovations dans ce sens-là. Et puis ensuite, on le voit dans les secteurs, les différents secteurs de la restauration collective. Euh, le scolaire est assez en avance. D'autres secteurs, Lola l'a très bien dit, comme les hôpitaux, euh, aussi chez les adultes, les restaurants administratifs, les restaurants d'entreprise, aujourd'hui sont parfois à la traîne. Et puis, on a des secteurs comme l'armée, etc ou les ministères qui, pour moi, devraient donner l'exemple. Et aujourd'hui, on n'en est pas forcément encore là. Donc, je pense que c'est important que chacun parraine sa part et que, il y ait une mobilisation plus forte de ces acteurs-là. Top, merci. Lola, Magali. Bah, Lola, je te vois. Est-ce que Magali, t'es encore là? Oui, oui. Tu veux y aller, Magali? Ouais, bah, je peux rebondir. Alors, nous, ce qui a pas mal pêché lors de la première édition de Fabuleuse Légumineuse, c'était l'absence de légumineuses pré-cuites. Parce qu'on a pas mal d'établissements qui n'avaient pas le matériel, le temps, en fait, de pré-cuire en fait des légumineuses la veille. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous a été remonté, c'est bah, on ne peut pas participer parce que nous, on n'est pas équipé pour cuire de la légumineuse tout simplement. Donc il a fallu dialoguer avec ce fameux collectif d'agriculteurs qui venait de se lancer bah, pour qu'ils puissent avoir une offre de légumineuses pré-cuites à proposer à la restauration collective. C'est quelque chose qui prend du temps parce que 3 ans après, c'est toujours pas en place. Donc les établissements ont quand même fait l'effort d'intégrer bah, par exemple des lentilles corail voilà, qui nécessitent moins de pré-cuisson. Mais en tout cas, voilà, donc les acteurs de l'industrie agroalimentaire sont encore, en tout cas sur notre territoire, des acteurs à mobiliser, même si voilà, c'est en cours et qu'il y a des solutions qui sont recherchées. Et je voulais aussi évoquer du côté des consommateurs. Chez nous, on voit une vraie différence entre, notamment dans la restauration d'entreprise, entre les salariés de type cadre et les salariés de type ouvrier ou en tout cas personnes qui ont des métiers physiques. Où on voit en fait que le plat végétarien, même s'il n'est pas nommé tel que, hein, mais un taux de prise quand même moindre parce qu'il y a ce sentiment en fait qu'il va pas être suffisamment roboratif, qu'on a besoin de viande pour tenir toute la journée, etc. Donc je pense que s'il y a des lieux à cibler en particulier pour de la communication, des animations, de l'accompagnement, ce serait les cantines où on a vraiment voilà, ce type de profil, en tout cas de métier physique, où il y a peut-être encore davantage d'argumentaires à trouver. Ok, merci. Donc, vous vous rejoignez effectivement sur un peu les intermédiaires qui vont faciliter la diversité des produits qui pourront être proposés. Et effectivement, peut-être des communications adaptées. On en parlera au prochain webinaire, mais aux différents publics et aux différents systèmes de croyances. On en parlera avec Damien Cahin qui avait fait l'étude sur Parlons Climat et qui est assez intéressante justement de voir, de pas forcément se fixer que sur les CSP ou autres, mais sur d'autres critères et notamment sur les systèmes de croyances et quels sont les mots qui parlent aux différents publics. Ouais. Euh, La communication, et il y a aussi les recettes. Il y a des recettes, typiquement les recettes à base de pâtes, etc., qui sont vues comme plus roboratives, qui marchent beaucoup mieux sur ce genre de segment. ok, merci pour ce complément et la parole pour conclure, Lola, sur les différents acteurs qui sont encore peu intégrés selon toi. Je pense qu'en réalité, les parents d'élèves, hein, ça, c'est vraiment la clé, il me semble, pour apaiser toutes les tensions qu'il y a autour du menu végétarien. Et on les inclut pas de temps parce qu'en fait, ils sont pas sur place lors des repas. Ils ont, comme je disais, ils ont que les retours qui peuvent être un peu négatifs
des parents, et parfois ils ont l'impression que c'est juste pour les végétariens et que du coup on les force, etc., pour ceux qui sont pas végés, à, à consommer du végé. Et au contraire, je pense qu'il y a un vrai travail à faire pour faire émerger les différents atouts du menu végé, pour montrer que le généraliser, par exemple, avec des options quotidiennes qui permettraient à plein d'enfants qui ne sont pas forcément végétariens, mais qui ne mangent pas de viande, par exemple avec le halal ou le kasher, d'avoir une option quotidienne pour pouvoir manger à la cantine. Donc il y a un enjeu aussi là de qualité du service public fourni par l'école pour avoir une alimentation saine et équilibrée qui n'oblige pas les parents à prendre le temps du midi pour pas travailler et être avec eux. Enfin voilà. Il y a plein de choses au-delà juste du végétarisme qui se jouent. Et je pense que là-dessus, les parents d'élèves sont vraiment un relais sous-sollicité. Et pas évident, effectivement. Mais enfin, il y a plein d'exemples aussi de comment les associer sur les différents temps et comment communiquer. Très bien, bah, merci beaucoup pour vos interventions qui étaient très claires et très animées et pleines d'espoir. Donc, j'ai trouvé ça très chouette. Euh, Merci à celles et ceux qui étaient présents, présentes et qui nous ont posé des questions très intéressantes aussi. Le prochain et dernier webinaire, donc tout ceci sera en replay sur notre chaîne YouTube et vous aurez donc accès aussi au Canva qu'il y a derrière. Et donc le dernier, ce sera jeudi prochain et ce sera sur les questions de comment on échange en famille et comment on travaille ces sujets aussi en restauration commerciale avec d'autres contraintes que celles de la restauration collective. Merci beaucoup, bon appétit. Et puis